Hey, salut tout le monde, c'est Griffin ici et avec beaucoup de nouveaux acheteurs qui cherchent à acquérir une propriété au cours des 2 prochaines années compte tenu de la chute des valeurs immobilières en ce moment, eh bien je voulais faire une vidéo partageant 10 choses qui doivent être considérées avant d'acheter une propriété. C'est des choses que j'ai compris après avoir acheté et vendu environ une douzaine de propriétés au cours des 4 dernières années et j'espère que cela vous permettra d'apprendre de mon expérience et de mes erreurs afin de les éviter vous-même. Si vous trouvez de la valeur dans la vidéo d'aujourd'hui, s'il vous plaît, prendre une seconde pour cliquer le like, ça aide vraiment la chaîne et d'ailleurs aucun des points mentionnés sont en ordre particulier et ils s'appliqueront autant à l'achat de votre résidence principale qu'à une propriété locative. Je voulais juste le mentionner, alors passons au premier point. D'abord, nous devons parler des hypothèques, car il y a de fortes chances que si vous regardez cette vidéo, vous ne serez pas en mesure d'acheter votre propriété tout en argent comptant, c'est-à-dire sans avoir besoin d'une hypothèque. En fait, il existe de nombreux types de prêts hypothécaires différents, mais les plus courants et les plus populaires sont ce qu'on appelle les prêts hypothécaires à taux fixe et à taux variable qui existent tous les deux au Canada et aux États-Unis. La principale différence est vraiment le fait qu'aux États-Unis, la durée de votre prêt hypothécaire est généralement de 15 ou de 30 ans immobilisé selon le même taux et les mêmes conditions, alors qu'au Canada, l'hypothèque se renouvelle généralement tous les 3 à 5 ans où le taux et les conditions changeront. Donc évidemment, il est vraiment important de comprendre la différence entre ces types de prêts hypothécaires lorsque vous cherchez à acheter une propriété car votre décision doit être stratégique et conforme à vos objectifs pour cette propriété en question. Par exemple, pendant la pandémie, lorsque les taux fixes étaient inférieurs à 2% au Canada, à moins que vous prévoyiez vendre la propriété dans moins de 5 ans, aller de l'avant avec une hypothèque à taux variable signifiait que même si les taux étaient plus bas, vous preniez le risque de fluctuation des taux d'intérêt possibles qui reviennent maintenant vraiment impacter les budgets des personnes qui ont effectivement pris des hypothèques à taux variable. Donc, d'après mon expérience, un prêt hypothécaire à taux variable est généralement une meilleure option pour les immeubles locatifs car vous pouvez sortir du terme sans le même type de lourdes pénalités si vous vendez ou refinancez la propriété. Et même si les taux augmentent comme nous l'avons vu, étant entendu que vous auriez dû en tenir compte dans vos calculations préliminaires, les locataires payent ces frais supplémentaires de toute façon. Une fois que vous êtes familiarisé avec les hypothèques, nous devons appliquer ces informations à votre propre budget mensuel pour déterminer si la propriété que vous envisagez a du sens financièrement. La dernière chose que vous voulez est d'être pauvre en raison de votre propriété où les coûts de logement dépassent à eux seuls 30% de vos revenus mensuels. La raison pour laquelle je mentionne ceci est parce que je vois plusieurs nouveaux acheteurs extrêmement contents de voir les prix plus bas sur le marché, mais ne comprennent pas nécessairement comment cela est principalement déclenché par l'augmentation des taux d'intérêt, ce qui finit par produire des coûts de logement mensuels qui correspondent à ce que nous voyons il y a 2 ans, sans parler des autres frais qui s'additionnent vraiment. Les paiements hypothécaires sont énormément impactés par les taux d'intérêt en vigueur. Donc, c'est contre-intuitif, mais une maison à 500 000 $ il y a 2 ans, par exemple, a un taux d'intérêt de 2% avec 20% de mise de fonds sur 25 ans d'amortisation, donnerait un paiement d'environ 1 700 $ par mois. Cette même maison, maintenant à 350 000 par exemple, mais à un taux d'intérêt de 5%, donnerait un paiement mensuel pour l'hypothèque qui est similaire à 1 700 $, mais les intérêts payés sont significativement plus élevés. Et voici quelques autres frais à prendre en compte pour votre budget mensuel pour votre maison. Donc, premièrement, les frais de financement, les assurances, les taxes municipales, les services publics, la maintenance ainsi que les autres frais si applicables. Idéalement, si vous achetez un immeuble à revenu, tout ceci aurait été pris en compte à l'avance dans vos calculs de retour sur investissement. Mais si vous achetez une résidence principale, respectez votre budget et ne vous étirez pas trop, c'est-à-dire tous ces coûts doivent rester inférieurs à 30% de votre revenu mensuel total. On a dû parler des concepts connus sous les noms de marché de vendeurs et marché d'acheteurs. La principale différence a vraiment à voir avec la position de la courbe de l'offre et de la demande à un moment précis. Dans un marché d'acheteurs, il y a beaucoup plus d'offres que de demandes, ce qui signifie que les acheteurs ont plus de poids et de contrôle dans les transactions pour la négociation. D'un autre côté, dans un marché de vendeurs, comme nous le constatons depuis 3 ans, c'est le contraire, où il y a très peu d'offres mais beaucoup de demandes, ce qui signifie que les acheteurs
ont très peu d'influence et sont souvent en concurrence avec d'autres acheteurs motivés, ce qui est bénéfique pour les vendeurs. Je mentionne tout ça parce que les environnements de marché dictent le niveau de négociation possible entre acheteurs et vendeurs, ce que j'ai vu changer sous mes yeux au cours des dernières années d'investissement. Tout simplement, une offre est un contrat légal proposé entre un acheteur et un vendeur. Donc, tout ce qu'elle contient est négociable, du prix d'achat aux dates de clôture, les inclusions, les exclusions, inspections possibles, garanties, etc. Au plus fort du marché des vendeurs, tout type de négociation est hors de question car il y a tellement de demandes. Donc, les gens achetaient des propriétés bien au-dessus du prix demandé, sans inspection et sans garantie légale, ce qui comporte des pièges et des conséquences potentielles si quelque chose prend une tournure différente à laquelle vous ne vous attendiez pas. Maintenant que le marché s'est refroidi, par contre, la négociation des inspections, des garanties et même de la négociation des prix reprennent de l'avant. Donc, alors que tout le monde a peur et court dans l'autre sens, l'achat d'une propriété dans un marché d'acheteurs peut être très favorable. Lorsque la plupart des acheteurs d'une première maison envisagent acheter une propriété, le premier et seul coût qui leur vient à l'esprit est la mise de fonds, ce qui est quand même logique parce que ce sera de loin la plus grande dépense encourue. Ceci dit, il est important de se rappeler que les transactions immobilières s'accompagnent de nombreux autres coûts. Donc voici les principaux dont vous devriez être conscient car ils peuvent représenter des dizaines de milliers de dollars de coûts supplémentaires. D'abord, nous avons la mise de fonds, les droits de mutation, les frais de notaire ou autres frais juridiques, une inspection possible sur la propriété, primes d'assurance hypothécaire et autres taxes si vous mettez moins de 20% de mise de fonds, des frais d'ouverture de dossier potentiels si c'est avec un prêteur B par exemple, des coûts d'évaluation possibles et autres frais. Voici un exemple d'une propriété que j'ai personnellement achetée pour 605 000 $. Donc la mise de fonds était de 30%, soit de 181 500, mais tous les autres frais de clôture combinés équivalaient à environ 20 000 $ de frais entre les taxes de transfert, les frais d'ouverture de dossier parce que c'était avec un prêteur B, les frais d'évaluation, etc. Avant d'acheter une propriété, si possible, il est recommandé d'effectuer une inspection pour découvrir tout problème, dépense ou imprévu important qui pourrait venir avec la propriété. Et je ne parle pas de la peinture, des planchers, des choses de cette nature que l'on peut voir en se promenant soi-même dans la propriété lors d'une visite, je parle des problèmes structurels et plus larges qu'un professionnel est mieux placé pour identifier et évaluer. Je parle ici d'éléments tels que le toit, les systèmes de CVC, les fondations, les systèmes septiques s'il y en a sur la propriété. Tous ces éléments doivent être pris en compte avant d'acheter une propriété et pourraient ensuite être négociés avec le vendeur pour des ajustements de prix possibles. Ok, le point suivant concerne davantage les investisseurs immobiliers. Il s'agit vraiment de comprendre le marché dans lequel vous investissez. La raison pour laquelle ceci est important est que la valeur des actifs immobiliers sont fortement influencés par l'emplacement et l'environnement dans lesquels ils se trouvent, d'une province entière à une autre jusqu'à des quartiers spécifiques dans une zone métropolitaine particulière. Donc, bien connaître les caractéristiques du marché et préciser vos critères d'investissement spécifiques vous permettra de mieux identifier et analyser les transactions potentielles. Par exemple, dans mon marché, je savais exactement où je voulais acheter ma résidence principale jusqu'au quartier et aux caractéristiques de la maison, ce qui m'a permis de rechercher et de bien comprendre à quoi ressemblaient les propriétés de cette zone, puis de manifester la propriété. Mais en réalité, c'est que je connaissais exactement les critères dont je recherchais. Et quand il s'agit d'un immeuble à revenus, c'est effectivement la même chose, mais poussé encore plus loin. J'investis uniquement dans des sections spécifiques de mon propre marché où je sais à quoi ressemblent les propriétés, à quoi ressemblent les loyers, les taux de capitalisation moyens, le potentiel d'optimisation, la demande d'unités, la croissance démographique, etc. Parce que si vous ne connaissez rien sur le marché en tant que tel, ça va être extrêmement difficile de cibler une opportunité quand elle se présentera dans le futur et vous prendrez effectivement un coup dans le beurre. Ce serait la même chose que d'acheter une action à la bourse, par exemple, sans avoir examiné les finances de l'entreprise et avoir recherché les tendances du secteur dans lequel elle opère, ce qui m'amène en fait à mon prochain point. Si vous commencez dans l'investissement immobilier, vous ne savez peut-être pas que les propriétés résidentielles et les petites propriétés multifamiliales comme les duplex, les triplex et les quadruplex sont évaluées principalement sur la base des ventes comparables. Un comparable est tout simplement une propriété récemment vendue qui partage un bon nombre des mêmes caractéristiques que celle que vous cherchez à acheter
et dans la même région générale utilisés à des fins d'évaluation d'un actif similaire parce qu'il y a quand même une différence entre des prix réellement vendus et pourquoi les propriétés sont affichées. Par exemple, lorsque vous cherchez à acheter un plex, les comparables peuvent vous aider à déterminer à quel prix d'autres plex similaires se sont vendus dernièrement et à quelle capitalisation ou multiple de revenus pour voir si vous payez plus ou moins sur une base relative. Personnellement, je demande à mon agent immobilier de tirer des comparables lorsque je cherche à acheter une propriété à valeur ajoutée pour déterminer à quel point je serai en mesure de refinancer ou de vendre la propriété une fois le projet terminé. En parlant d'acheter une propriété qui a un potentiel basé sur des comparables similaires dans la région, ceci m'amène au point suivant qui est particulièrement vrai si vous êtes un acheteur d'une première maison. Ce serait d'acheter une propriété en besoin de réparation qui va valoir beaucoup plus que ce que vous avez payé une fois que vous avez effectué des travaux sur la propriété. Je vois souvent des personnes de mon âge, alors dans la vingtaine, acheter des propriétés qui sont soit des constructions flambant neuves, faisant donc de la maison un bien de consommation plutôt qu'un investissement, ou maximisant complètement leur crédit sur une seule propriété qui est au top de leur budget. Le problème avec cette stratégie, c'est que vous n'avez aucune valeur nette ou d'équité dans la propriété le jour où vous signez les papiers pour l'acheter. Et comme nous l'avons vu d'innombrables fois sur la chaîne, la valeur nette de la résidence principale, c'est-à-dire l'équité dans la résidence principale, est le fondement de la richesse et de l'indépendance financière vers la retraite pour le Canadien moyen. Donc, si vous êtes en mesure d'acheter une propriété pour, disons, 300 000 $ et vous investissez 75 000 $ dans les rénovations pour qu'elles en valent alors 500 000 $, et bien là, vous avez créé une répartition des capitaux propres dans votre actif. Et je sais ce que vous pensez, où trouvez-vous les 75 000 $ pour les rénovations? Bien, vous l'obtenez grâce à un prêt de rénovation. Utilisez une mise de fonds de 5% par exemple sur la propriété, puis demandez un prêt de rénovation pour financer le projet. Je l'ai fait plusieurs fois avec mon partenaire. Maintenant, il devient de plus en plus difficile pour les premiers acheteurs d'entrer dans le marché. C'est pourquoi l'utilisation des bons outils pour y arriver est vraiment important dans votre stratégie d'épargne en vue d'une mise de fonds. Heureusement, il existe de nombreux comptes de placement enregistrés et d'autres programmes au Canada qui peuvent être utilisés pour épargner et acheter votre première propriété. Par exemple, le First Time Home Buyer Plan permet aux acheteurs d'emprunter de leur REER sans pénalité pour l'achat d'une maison, puis ensuite de rembourser ce montant sur plusieurs années. En fait, la plupart des gens qui cherchent à acheter une propriété ont probablement déjà un emploi et ont donc économisé des REER qu'ils peuvent utiliser. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des comptes enregistrés comme le nouveau compte d'épargne libre d'info pour premier achat de propriété. Et enfin, nous avons tous entendu parler du temps investi dans le marché versus essayer d'investir exactement au bon moment, et cela s'applique également à l'achat de votre première propriété. Si vous êtes un premier acheteur de propriété, vous aurez encore moins de marge de manœuvre pour attendre le meilleur moment. Si vous avez économisé pendant des années, les 3 dernières années ont rendu l'achat très difficile avec la montée des prix et même maintenant avec la baisse de la valeur des propriétés, les coûts de financement mensuels sont très élevés en raison de la hausse des taux. Donc, le point à retenir est que vous ne pouvez vraiment pas attendre le meilleur moment et c'est mieux simplement acheter une maison selon vos moyens lorsque vous êtes prêt. En fin de compte, vous ne devriez acheter une maison que si vous espérez y rester pendant au moins 5 ans et finalement, personne ne sait vraiment où les marchés vont être dans les prochains 12 à 24 mois. Ce qui est certain, c'est qu'au fil du temps, les valeurs immobilières ont tendance à augmenter régulièrement d'une année à l'autre, ce qui fait des propriétés de fantastiques couvertures contre l'inflation à long terme. À moins que vous achetiez quelque chose de complètement ridicule, l'achat d'une maison n'est généralement pas quelque chose que les gens regrettent avec le temps. Alors en conclusion, l'achat d'une propriété représente la fondation de la richesse de la classe moyenne et de sa progression financière vers la retraite. Si vous voulez en savoir plus sur l'achat de votre première maison ou d'un bien locatif, consultez mon contenu dans le playlist immobilier que j'ai sur ma chaîne en anglais et probablement sur ma chaîne en français dans le futur aussi. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, s'il vous plaît, prenez le temps de cliquer like sur cette vidéo ainsi que de vous abonner à la chaîne pour du contenu futur sur l'investissement immobilier, l'achat de maison ainsi que l'investissement à la bourse. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine.